Bien. Est-ce que vous m'entendez? Le son est parfait. Quelques mots d'introduction, mais surtout des mots de remerciement. Merci à vous d'être là, malgré le temps. Merci surtout aux jeunes de s'être déplacés. Une première anecdote. Moi, j'ai fait des études de commerce, et puis après, voilà. Et puis par hasard, il n'y avait plus qu'un sujet, c'était la robotique industrielle et apprendre. Et ma première visite d'usine, elle était au Creusot. Et puis je suis tombé amoureux. C'était les premiers robots qui étaient installés en France, dans les années 80, pour vous dire. Voilà. Et je suis tombé amoureux de l'industrie. Et finalement, toute ma carrière, j'ai fait une thèse sur la robotique industrielle, et toute ma carrière est venue de ce moment, de cet amour pour l'industrie et un site. Et si je suis là, c'est parce qu'entre autres, je suis président d'une association qui s'appelle la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui a été créée en 1801. Donc, quelque part, votre école a été créée en 1780, si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est la même génération, c'est comment on imagine l'industrie de demain. Voilà. Et la Société d'encouragement a été créée par Bonaparte en 1801. Et puis il avait un ministre qui s'appelait Chaptal, qui était ministre de l'Intérieur, et qui était un industriel, un scientifique. Et ce monsieur, qui a sauvé la République à Valmy parce qu'il fabriquait de la poudre, indépendamment, il est connu pour la chaptalisation du vin, mais surtout, il a sauvé la République. Et il était dans les territoires, il aimait l'industrie, il a créé des préfets, et il a dit à tous ces préfets, vous allez prendre une carte à la Société d'encouragement, et puis vous allez, dans les territoires, monter des sociétés d'encouragement, et faire en sorte que... Voilà. Bon. Et on est quelque part à un moment, troisième révolution, quatrième révolution, vous l'appelez comme vous voulez, à un moment de révolution industrielle, de transition énergétique, de transition digitale, et il faut refaire la même chose. Donc on s'est dit, on va refaire comme Chaptal, on va aller dans les territoires, et par chance, on a rencontré la Banque des Territoires, qui porte bien son nom, merci, qui nous a accompagnés depuis 2-3 ans, et on se déplace, et on voit comment, à quel endroit se passe la renaissance industrielle, et pourquoi. Voilà. Alors on a sorti l'année dernière un guide, Faire renaître l'industrie dans les territoires. C'est pour ça que vous avez je vous encourage tous à télécharger le guide sur Internet et à lire. Et en fait, parmi les clés du succès, il y a effectivement les hommes et les femmes. Il n'y aura pas d'industrie s'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui ont envie d'aller dans l'industrie. Aujourd'hui, et ce n'est pas votre cas, mais aujourd'hui, on ne forme peut-être pas assez d'ingénieurs. Le problème, c'est que sur les ingénieurs qui sont formés, il y en a 50% qui ne vont pas dans l'industrie. Donc là, il y a vraiment un déficit. Donc il faut vraiment se bouger pour dire que, voilà, pour avoir l'amour de l'industrie et avoir envie d'y aller, parce qu'il n'y a pas plus beau métier que d'ingénieur et de changer le monde avec sa tête, avec ses mains, voilà, c'est génial. Donc je suis ravi, alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris comme thème, alors c'est Je t'aime moi non plus, c'est un hommage à Birkin et à Gainsbourg, bien trouvé, et donc voilà, et on le fait ici parce que, et merci quand même au Grand Chalon, merci à Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, merci à Marie Trella qui nous a vraiment super reçus, parce qu'on a été séduits, à la fois à Banque des Territoires et nous, par l'histoire du Grand Chalon. Ce n'est pas la même histoire que le Creusot, mais c'est génial. Et ça prouve que c'est possible. Voilà. Et c'est possible aussi parce qu'il y a des formations. Merci aux arts et métiers d'avoir une formation aussi. Et merci à vous. Et merci à vous tous. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais passer la parole à Céline Kerr-Romonet, qui est la responsable des ressources humaines d'Alfa Laval. Et je vais lui passer les manettes. Et c'est elle qui va présenter les intervenants, que je remercie également. Et encore merci à tous. Désolée. C'est une entrée fracassante.
1, 2, 1, 2. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc pour cette première partie de la table ronde sur le thème Jeunes et industrie, je t'aime, moi non plus. Donc je suis Céline, chargée RH Alpha Laval, comme vous, une jeune dans l'industrie. Et du haut de mes 25 ans, j'ai choisi d'animer ce thème pour vous donner envie de continuer dans l'industrie, tout comme moi. Donc pour cela, nous aborderons plusieurs sujets au cours de cet échange. Et donc je remercie tous nos intervenants qui font l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Donc je vous remercie d'accueillir Katia Younsi, qui est directrice produit chez Siemens. Laurent Champanet, qui est directeur à l'ENSAM. Et Sarah Cherabi-Boutier, qui est directrice de l'école de production à Chalon-sur-Saône. Et monsieur Gianni Pignimont, qui vient d'arriver, directeur de l'UUT. Allez-y. Alors, donc, d'abord, c'est important de présenter le monde de l'industrie. Donc, on va rappeler ce qu'est l'industrie. Donc, loin des préjugés d'une usine polluante qui recrute peu, avec des mauvaises conditions de travail, l'industrie d'aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de recrutement, un large choix de métiers, des postes de production, soudeurs, peintres, mais aussi des fonctions support, comme les achats, la finance, et aussi des métiers d'ingénieur technique. L'industrie, c'est aussi de nombreux domaines d'activité. Vous pouvez aussi bien contribuer à la fabrication d'un avion ou encore de prothèses médicales, mais aussi des céréales que vous mangez au petit déjeuner. L'industrie ne cesse d'évoluer et de s'adapter à son environnement ainsi qu'à ses salariés. Donc nous aborderons plus en détail ces sujets au cours de ce débat. Donc commençons avec Monsieur Champanet. Pouvez-vous nous présenter l'industrie, votre perception et la diversité des domaines d'activité ? Alors, bonjour à tous. Je vais effectivement vous donner ma définition de l'industrie. Et je me rends compte que c'est particulièrement nécessaire de redéfinir la question parce que les jeunes qui sont là, quand on leur dit industrie, ils pensent usine. C'est des fans et ils ont tous vu toutes les saisons de Peaky Blinders. Donc pour eux, l'industrie, c'est de la fumée. C'est des gens qui ont les mains sales, qui ont le visage sale et qui sont avilis sur des machines. Alors moi, la définition que j'utilise, c'est l'industrie, c'est de la production de biens et de services en continu avec un débit maîtrisé et une qualité maîtrisée. Ça veut dire que l'hôpital, c'est une industrie qui délivre un service de santé en continu et il est mieux que ce service soit de qualité. Voilà. Alors on parle d'industrie du spectacle, d'industrie du cinéma, et effectivement la production manufacturière, les usines, ça en fait aussi partie. Mais quand on se forme pour aller travailler dans l'industrie, on apprend des méthodes qui peuvent servir dans tous ces domaines-là. Et pourquoi est-ce que c'est important d'aller travailler dans l'industrie ? Pourquoi est-ce que l'industrie est importante ? On oppose souvent industrie et artisanat. L'intérêt de l'industrie, c'est qu'elle produit en masse, elle peut produire en masse. Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin de produire en masse des biens et des services ? Parce qu'on est très nombreux sur la planète et qu'on a des besoins vitaux de se nourrir, de se loger, de se soigner, aussi de se divertir, de se déplacer. Et pour répondre en masse à ces besoins, il faut des systèmes qui produisent en masse. Voilà. Et c'est l'industrie. Et donc, travailler pour l'industrie, quel que soit le domaine, c'est travailler pour la société, c'est travailler pour le plus grand nombre. Et c'est vital pour la société actuelle et son avenir de faire qu'on ait une industrie qui produise ses biens et ses services chez nous. Merci. Madame Cherabi-Moutier.
Vous également, vous avez l'occasion, au cours de votre expérience, d'échanger avec les industries. Qu'en est-il de leurs besoins ? Alors, effectivement, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille au service des entreprises industrielles du territoire. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille sur des problématiques de recrutement. Donc, les opportunités qui existent dans l'industrie sont nombreuses, sur des métiers très diversifiés. C'est aussi la richesse de carrière que l'industrie propose. Des métiers qui vont de la production jusqu'aux fonctions support. Quelles que soient nos envies professionnelles, il y a une opportunité qui peut exister dans l'industrie. Souvent, les entreprises recherchent des compétences. Elles se rendent compte que parfois ces compétences n'existent plus ou sont insuffisantes pour couvrir tous leurs besoins. Donc elles sont aujourd'hui prêtes à s'ouvrir sur de nombreux profils et pas forcément des gens qui au départ se prédestinaient à se former sur ces métiers-là. Donc oui, les besoins sont nombreux et les opportunités sur le territoire le sont tout autant. Merci. Monsieur Pihim, pour donner aussi envie d'intégrer l'industrie, il est important de les découvrir. Et on peut conseiller aux jeunes de commencer par se rendre à Viva Factory. Mais en tant que directeur de l'UET, vous proposez aussi des formations en alternance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'alternance et les avantages que cela nous propose ? Je crois que l'alternance, c'est une alternative aux formations initiales. On a des pays voisins qui sont champions de l'alternance. C'est une façon d'acquérir des compétences et à la fois du savoir. C'est une double formation qui est très intéressante parce qu'elle apporte une ouverture que le monde universitaire n'apporte pas forcément. Et on a généralement des étudiants ou des futurs techniciens ou ingénieurs qui ont une vision un tout petit peu différente et qui s'intègrent dans l'industrie. Bon, il y a des problèmes techniques, mais c'est des choses tout à fait normales. À l'IUT, on a la chance d'avoir sur le territoire de Châlons un tissu industriel relativement important, ce qui nous conduit pour nous à avoir 50% des étudiants qui sont alternants. C'est un chiffre assez exceptionnel pour une formation où il y a le mot universitaire dedans. Et ces 50% d'étudiants sont des étudiants par entière, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le même diplôme et ça ne va pas les bloquer pour poursuivre les études. Ce n'est pas parce qu'on fait une formation en alternance qu'on va s'arrêter. Une partie continue d'ailleurs en école d'ingénieur ou en école de commerce sur le même modèle, sur un modèle d'alternance. Généralement, de cette façon, ils vont découvrir plusieurs industries, plusieurs entreprises et on va avoir très tôt des jeunes qui seront plutôt polyvalents. Merci. Monsieur Champanet, donc justement, vous aussi, vous proposez des stages, des alternances. On a souvent des idées préconçues de ce qu'est l'industrie, une mauvaise connaissance de ce milieu. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes aujourd'hui pour découvrir ces métiers ? Alors, il faut déjà reconnaître qu'effectivement, c'est compliqué d'aller voir l'industrie en action parce que souvent, ce qui produit en continu, il y a des normes de sécurité, il y a des normes sanitaires et on sait qu'aujourd'hui, c'est très très difficile d'envoyer un groupe de collégiens ou de lycéens visiter un vrai système industriel, même l'hôpital dont je parlais. Donc, on doit reconnaître qu'avant d'arriver au niveau supérieur, c'est compliqué d'y aller. Alors, les techniques qu'on utilise, nous, monsieur en a parlé, c'est l'alternance. C'est sans doute le meilleur moyen de passer du temps dans une entreprise pour voir profondément comment est-ce qu'elle fonctionne, parce que c'est en gros la moitié du temps entre les études et le temps passé dans l'entreprise. Bon, sinon, après, on a recours à... chez nous, par exemple, on organise des visites par petits groupes, donc en mobilisant pas mal d'entreprises en même temps pour pouvoir envoyer tous nos étudiants visiter des choses, mais par tout petits groupes. Et puis après, c'est des stages
dans les formations que vous allez avoir au-delà du bac, que ce soit à l'IUT ou que ce soit en école d'ingénieur ou dans d'autres types de formations, il y a différents niveaux de stage avec différentes positions dans l'entreprise. Des stages qui sont plus des stages de type ouvrier, des stages qui sont des stages assistants ingénieurs, des stages ingénieurs, et qui sont à chaque fois des temps de découverte de comment fonctionne l'industrie. Et c'est vrai que notre gros problème à tous, c'est qu'il est, comme je l'ai dit, impossible pour vous, ou quasi impossible, sauf si vos parents y travaillent, d'aller visiter un système industriel avant. Donc ça veut dire qu'il faut que vous fassiez un choix d'orientation dans une formation qui va vous conduire à l'industrie. Et c'est un petit peu le grand saut. Parce que vous ne pouvez pas, comme des gens je sais pas, des gens qui veulent faire qui veulent faire du droit, qui veulent voir comment fonctionne un cabinet d'avocats, des choses comme ça. Là, c'est moins facile, il faut se lancer. Mais on vous dira après que c'est super une fois que vous êtes lancé. Merci. De votre côté, Sarah, vous ne proposez pas forcément de formation en alternance, mais des formations justement où on exerce le métier. Donc je vous invite à nous parler des métiers que vous proposez. Alors effectivement, à l'école de production, on est sur une pédagogie particulière du faire pour apprendre. On s'adresse à des jeunes qui sont peut-être plus jeunes que vous, qu'on peut accueillir dès 15 ans. Et qu'on accueille pour un parcours de 2 ans avec pour ambition et objectif de leur permettre de décrocher un CAP de conducteur d'installation de production. Et pendant toute la durée de leur parcours, l'établissement étant à la fois dans le monde pédagogique et à la fois dans le monde de l'entreprise, on les met en situation. Donc en fait, au travers de ce qu'on leur propose comme situation de travail à l'école de production, ils sont amenés à vivre les conditions de travail d'une entreprise industrielle classique et à produire des pièces qui sont ensuite vendues à des clients du territoire et du département. Donc ça leur donne un sentiment assez fort d'utilité. On contourne les problématiques d'accueil de jeunes mineurs dans les entreprises industrielles, tout en leur permettant d'aller valider un diplôme qui, derrière, leur donnera accès à un emploi dans l'industrie ou à une poursuite de parcours au travers de l'offre de formation qui peut exister sur le territoire. Merci. Madame Younsi, donc on a également des métiers qui portent sur tout ce qui est nouvelles technologies, digitalisation, intelligence artificielle. Comment sont impactés les métiers d'après vous? Sur quoi les salariés peuvent être amenés à travailler? Oui, je ne sais pas s'il est ouvert, je n'ai pas l'impression. Allô? Oui, qui fonctionne. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Oui, parce que effectivement, on parlait de Peaky Blinders, de ces cheminées qui fument, de ces endroits sales. L'industrie aujourd'hui, pour la très grande majorité, on est dans l'industrie 4.0. Donc on est entre le monde physique qui permet de produire des objets, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le parapluie qui m'a protégé quand je suis arrivée, ou le rouge à lèvres que vous allez appliquer. Aujourd'hui, la plupart des usines qui produisent ces objets du quotidien sont effectivement des endroits où on va trouver des produits physiques, mais l'industrie 4.0 permet de travailler avec intelligence artificielle, digitalisation, jumeaux numériques. Je ne vais pas rentrer dans les détails ultra techniques, mais c'est une des spécialités notamment de Siemens, c'est d'avoir une usine virtuelle sur laquelle on va pouvoir travailler pour faire des simulations et donc faire travailler l'usine réelle. Donc quand on se projette juste là-dessus, juste à ce niveau-là, on se rend compte que l'industrie, en fin de compte, on est dans l'endroit, en termes de carrière, et vraiment, je vous invite, moi, de toutes mes forces à embrasser une carrière dans l'industrie, à toutes les possibilités, puisque vous avez la digitalisation, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la production, la vente, le marketing, la RH. Quand on fait des produits, il faut les vendre, il faut les commercialiser. Donc quand vous rentrez chez un industriel, vous pouvez commencer en stage ouvrier, effectivement, et finir des années plus tard au directeur marketing ou alors de la cybersécurité. On est vraiment dans un endroit qui va en fin de compte faire l'alliance, et on parlait de transition digitale, entre le monde physique et le monde numérique. Sans compter qu'aujourd'hui, la grande majorité des assets de production, aujourd'hui, tout ce qui sort de l'industrie quasiment est connecté.
bon, jusqu'aux casseroles, hein, on en parlait, tout est connecté. Donc vous sortez aussi des objets connectés, et donc vous vous rendez bien compte qu'on n'est vraiment plus sur ce qu'on pouvait envisager comme étant l'industrie il y a encore 10 ans, juste 10 ans, il n'y a pas si longtemps. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Donc évidemment, les compétences et les profils de recrutement, y compris dans l'industrie, hein, évoluent sans cesse et de manière très très rapide. Donc on a besoin des jeunes, parce que même les meilleurs cerveaux qui ont été diplômés il y a 10 ans, ils n'ont pas forcément acquis encore les connaissances dont on aura besoin dans 10 ans. Et donc on a besoin de jeunes formés, on a besoin de jeunes connectés au monde dans lequel ils vivent, dans lequel on vit aujourd'hui, et qui ont envie de construire ce futur qui sera plus propre, plus résilient, plus décarboné, parce que l'industrie, ça participe aussi à ça. Si on veut s'attaquer aux problèmes de l'environnement, eh ben c'est plus facile en s'y attaquant de l'intérieur, en étant acteur et pas simplement spectateur. Merci. Donc justement, Monsieur Champanet, comme on peut le voir, les évolutions liées à tous nos produits, à tous nos besoins en tant que consommateurs ont des forts impacts sur nos industries. Et donc ça a aussi également un impact sur les compétences à avoir sur notre marché plus tard. Donc comment justement ça impacte vos formations ? Ça impacte fortement nos formations. Pour ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement maintenant on a systématiquement la couche digitale, hein, de l'interaction entre un monde virtuel et le monde physique. Il faut quand même préciser par rapport à ce qui a été dit, c'est que l'objectif c'est de produire des choses qui nous servent, et on vit jusqu'à preuve du contraire dans un monde physique, donc on a toujours la couche physique, quoi. Voilà. Et ce qui est un peu particulier pour nous, je prends un exemple, je prends la question de l'industrie du nucléaire, hein, on est quand même en France, on est quand même fiers d'avoir une énergie électrique décarbonée grâce au nucléaire, et à des choix qui ont été faits il y a longtemps. Aujourd'hui, les besoins vitaux de la filière nucléaire en termes de compétences, quand ils sont affichés, ils peuvent faire un peu peur. C'est soudage, forgeage, fonderie, chaudronnerie. Donc je pense que ce n'est pas forcément des choses qui vous font rêver. Mais c'est effectivement ces métiers-là qui servent à produire des systèmes physiques. Et ce qu'il faut bien voir, comme l'a dit Madame, c'est qu'ils sont tous maintenant liés à des niveaux de digitalisation, des niveaux d'abstraction virtuelle. Je prends un exemple, on a beaucoup parlé de la problématique des soudures et des fissures dans les installations nucléaires. Aujourd'hui, faire de la soudure dans une installation nucléaire, c'est un métier hautement technique, avec effectivement la réalisation pratique, mais il y a un monitoring total. On mesure des informations, on mesure des températures, on récupère des images, des films, on les analyse avec de l'intelligence artificielle pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est propre. Et il faut des gens avec une haute technicité pour faire ça. Et ça veut dire que pour nous, en termes de formation, il faut qu'on les forme à ça. Mais ça veut dire que dans nos formations, il y a toujours du soudage, de la forge, de la fonderie, de l'usinage, comme chez vous. Mais avec maintenant cette couche, effectivement, de digitalisation où on récupère via des photos, via des films, via tout un tas de systèmes d'acquisition, des informations numériques, c'est la digitalisation, et qu'on doit traiter. Et donc on forme des gens qui ont à la fois des compétences techniques pratiques, mais aussi des compétences de traitement de l'information et d'analyse de l'information. Donc c'est là encore, il faut peut-être pour vous faire un petit peu violence dans l'idée de dire que pour aller vers des métiers passionnants où vous aurez à la fois cette couche physique et cette couche digitale, vous allez travailler sur des sujets qui peuvent vous paraître anciens et des métiers qui ont des noms un petit peu anciens. Merci. Monsieur Gianni, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie un facteur qui est le facteur humain. On parle de digitalisation, on parle d'industrie, mais dans tous les cas, il y aura des hommes et des femmes derrière. Faire du virtuel, c'est bien, mais à un moment, c'est un peu passer de la théorie à la pratique. Et ça peut compliquer. Le facteur humain peut compliquer rapidement les choses. Et dans nos formations, il faut qu'on donne ce bagage technique, mais il faut qu'aussi on soit capable maintenant de donner un peu plus du bagage humain. Il faut qu'on soit capable d'apporter une vision beaucoup plus ouverte, plus respectueuse. Alors on parle de soft skills, je crois, on parle de beaucoup de termes, voilà. Mais je pense que le premier terme qu'il faudrait qu'on soit capable
de développer, je pense à tout niveau, c'est du savoir-être. On va avoir besoin, on a besoin de gens performants techniquement, performants scientifiquement, mais on a aussi besoin de gens qui ont un savoir-être, parce qu'ils vont évoluer au cours de leur carrière. On passe d'un système d'enseignement où on formait des gens, mais maintenant, vous l'avez très bien dit, hein, on va rentrer avec une compétence, mais peut-être que 10 ans après, on aura un nouveau métier. Donc, il faut donner cette envie, il faut donner ce savoir-être pour que les gens soient capables, au cours de leur carrière, de se former et d'évoluer à leur rythme, qui n'est pas forcément le rythme d'une école ou d'une formation, mais qui est le rythme de la personne. Et je pense que les entreprises ont intégré déjà cela. Les gens qui sortent, les étudiants qui sortent maintenant, ils ont une chance fantastique, c'est de pouvoir se former à leur rythme, de pouvoir choisir. On est en plus sur un marché de l'emploi qui est plutôt dynamique, et il faut qu'ils profitent de cette chance. Merci. Et donc, l'épanouissement au travail on a besoin de donner de sens à ce qu'on fait. Et donc, comment est-ce qu'on peut le retrouver dans le monde de l'industrie, d'après vous, Monsieur Champanet? Effectivement, c'est une question qui se pose. Je pense qu'effectivement, cette transformation de l'industrie dont vous avez parlé, c'est une aventure collective, comme vous l'avez dit. Donc il y a effectivement ce sens dans le collectif, parce qu'on ne transforme pas une entreprise sans faire qu'il y ait un élan de transformation auprès des gens. Ce n'est pas que la technologie qui fait la transformation. Moi, je vois mes étudiants aujourd'hui, ils se posent effectivement des questions personnelles sur comment je peux avoir un impact fort sur les questions environnementales, sur les questions sociétales. Certains se disent, je vais aller travailler dans un cabinet de conseil en transition énergétique ou transition écologique, cabinet de conseil auprès de l'industrie. Et ils se rendent compte que c'est un cabinet qui travaille pour plein d'entreprises différentes et qui, ne connaissant pas de manière, n'ayant pas une connaissance profonde des technologies et des problématiques de l'entreprise, ils peuvent rester que sur des conseils un petit peu basiques et l'impact reste faible. Nous, ce qu'on leur conseille, c'est d'aller dans des vraies entreprises industrielles et de participer à la transformation de l'entreprise. Et c'est cette transformation qui aura un impact extrêmement fort. L'industrie, aujourd'hui, c'est l'un des premiers émetteurs de CO2 en France. Et l'impact que vous aurez en allant transformer l'industrie pour la rendre plus propre, plus écologique, plus sociale aussi, sera bien plus fort que tout ce que vous pouvez faire en dehors, à titre personnel ou à titre collectif. Donc il faut bien que vous soyez conscient qu'en plus de continuer cette action de l'industrie qui est de fournir des biens et des services au plus grand nombre, vous pourrez avoir un impact en termes de futur de la planète bien plus fort que n'importe où ailleurs. Il me semble que le sens est là. Tout à fait, merci beaucoup. Monsieur Pim, donc il y a aussi un grand besoin des nouvelles générations au niveau de l'environnement de travail, comme on l'avait évoqué lors de nos préparations. Ça challenge les entreprises. Et donc, du coup, selon vous, comment est-ce qu'elles s'adaptent ou comment est-ce qu'elles doivent s'adapter? Ça peut être en termes de management Je ne vais pas donner des conseils aux entreprises qui sont largement plus performantes que moi sur ce domaine. Je pense que les entreprises savent s'adapter très rapidement, plus rapidement, je pense, que l'éducation nationale ou que l'université. Et elles sont conscientes qu'à un moment, il faut aux gens qu'elles embauchent, elles sont conscientes de leurs attentes. Donc, c'est passé par des choses toutes simples, et je pense que c'est arrivé par certains grands groupes informatiques. Ça a été des espaces rénovés pour que les gens fassent leur pause. Ça a été une cantine un peu différente. Voilà. On a des jeunes qui ont une attente un peu différente. Je crois que ils aimeraient travailler où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Je ne suis pas sûr que la nouvelle génération soit très partisane du télétravail. Et par contre, ils attendent de cela derrière un management qui est un tout petit peu différent.
Et je crois que les entreprises ont pris conscience de ça. Elles sont, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est quand vous voyez revenir des stagiaires, ils vous disent oui, mais la machine à café dans l'entreprise, elle était disponible, quoi. Pourquoi vous en avez pas une? Ouais, on aimerait avoir une salle de pause ou un baby-foot quelque part. Voilà. Donc il y a les entreprises qui ont été capables de s'aménager, de s'adapter. Maintenant, il faut que ça redescende. Alors voilà, on a des étudiants qui conçoivent leur intégration dans l'entreprise, je pense, dès le moment où ils sont sur une formation technologique ou je vais dire diplômante. Et voilà, il faut qu'on soit capable de prendre ça en compte en faisant des aménagements différents de nos espaces, en leur proposant de travailler différemment, parce que c'est aussi un besoin de l'entreprise ou de l'industrie qu'il faut on les prépare aussi à cela. Il ne faut pas qu'on les prépare techniquement à ce qu'ils soient bons, scientifiquement, mais je crois aussi qu'il faut qu'on les prépare à ce côté de l'industrie. Merci. Pour rebondir, Sarah, est-ce qu'aujourd'hui tout le monde a sa place dans l'industrie ? Alors, on parle d'adaptation, mais les entreprises se sont aussi particulièrement adaptées en matière de recrutement et sont allées sur des solutions de recrutement innovantes qu'elles n'auraient pas forcément mobilisées dans les années précédentes. Donc oui, il y a une place pour tous dans l'industrie, quel que soit le parcours antérieur, quelles que soient éventuellement les difficultés scolaires que les jeunes ou moins jeunes peuvent rencontrer. Il existe aujourd'hui sur le territoire une offre de formation particulièrement diversifiée, avec des solutions sur des niveaux de diplôme très différents, mais qui couvrent un champ très large, aussi bien dans le contenu que dans la qualification à obtenir. Donc il y a de belles trajectoires professionnelles qui sont possibles dans l'industrie et qu'on peut construire brique par brique. Quelqu'un qui ne se projette pas sur des études longues, c'est pas grave. Parce que potentiellement, la personne peut faire ses preuves, acquérir un peu d'expérience et puis revenir sur un dispositif de formation qui lui permettra d'aller à l'étape suivante au moment qui sera le sien. Donc oui, l'offre de formation, on a la chance d'être sur un territoire où l'offre de formation est particulièrement riche, avec la possibilité d'accueillir un public très très large, quel que soit l'historique, les expériences précédentes. Merci beaucoup. Madame Younsi, donc aujourd'hui, les femmes représentent seulement 30% de l'industrie. D'ailleurs, j'en vois pas beaucoup. Et du coup, je voulais vous demander pourquoi est-ce que c'est important de recruter des femmes aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles apportent de différent ? Alors, pourquoi c'est important de recruter des femmes ? C'est important que l'industrie, que les entreprises, que les organes de management, d'ailleurs tout niveau de management, ressemblent à la société, parce qu'on s'adresse à cette société. Et donc, les femmes, la diversité, tout ça, c'est pas de la démagogie ou pour faire bien. On est vraiment dans une recherche active et on essaye, on va dire, à faire de la discrimination positive à certains moments, de manière à pouvoir équilibrer les équipes. L'ensemble des études qui ont pu être menées, des études extrêmement sérieuses sur la qualité, l'agilité, la flexibilité d'une équipe, si on a de la mixité et de la diversité, on a tout gagné. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, sa plus belle des victoires, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire pour aider les pauvres femmes ou aider les pauvres collaborateurs qui sont issus de la diversité, c'est qu'on est plus performants ensemble. Donc ça, c'est une très belle leçon. L'industrie doit ressembler à la société, elle doit ressembler pour être performante, c'est comme ça. Et c'est les études et c'est une réalité. Donc, en tout cas, chez nous, on a une très, très forte propension à pousser. Au niveau de l'alternance, on pousse les 50-50 et c'est difficile parce qu'on trouve peu de femmes, mesdemoiselles. J'en vois pas beaucoup. On trouve peu de femmes on va dire dans les
dans les parcours éducatifs qui mènent à l'industrie. Maintenant, moi, j'ai fait une école supérieure de commerce, je suis dans l'industrie depuis le début, parce que je suis tombée amoureuse de l'industrie, comme Monsieur Mousson, très vite, dès mon premier stage. Mais globalement, on va quand même chercher plutôt des viviers, on a des product managers, on a des project managers, on a des designers, on a des bureaux d'études, plutôt dans les débuts de carrière, plutôt dans les écoles d'ingénieurs, mais c'est vrai qu'on a du mal à recruter, et alors encore plus, si on descend d'un cran et qu'on tombe sur les niveaux IUT, BTS, alors là, c'est morne pleine, on n'a pas de candidate. Et c'est bien dommage, parce que d'abord, il y a des opportunités, c'est l'industrie, je crois qu'elle essaye d'être extrêmement incitative avec les plus jeunes, parce qu'on a besoin de ces forces vives, et donc je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus, donc moi je vous invite aussi à militer pour ça autour de vous, et à vraiment vous poser la question en termes de carrière, du choix que vous ferez. Merci. Et justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler dans l'industrie? Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse de l'industrie? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'usine. J'ai beaucoup aimé le fait que, contrairement à si on travaille dans les assurances ou la banque, on a des cols bleus, on a des cols blancs, on a tous les niveaux de la société. C'est extrêmement vivant. Je trouve que c'est des endroits où il y a un vrai sentiment d'appartenance, souvent, quand il y a quelque chose d'ancré dans les territoires, hein, comme des sites de production. Même si on ne travaille pas dans ce site de production, il y a un sentiment d'appartenance, un sentiment familial. Et puis, il y a beaucoup de sens qui, au-delà des sens, effectivement, qu'on va donner sur qu'est-ce qu'on fait de l'industrie de demain, il y a beaucoup de sens parce qu'on sait ce qu'on fait. Hein, je veux dire, ce n'est pas un algorithme financier. Hein, quand on est dans une industrie, on sait ce qu'on a envie. On sait que si on produit ça, on veut que ce soit le meilleur du marché, qu'il ait les meilleures features du marché. Et quand on va travailler au design, au bureau d'études pour inventer des meilleurs micros qui ne tombent jamais en panne, on est fiers parce qu'on a produit quelque chose. Et ça aussi, ça a beaucoup de sens parce que ça ramène au réel. Voilà. Et bon, voilà pourquoi je me suis lancée dans l'industrie. Merci beaucoup. Donc justement, on a parlé de l'inclusion des femmes dans les entreprises industrielles. Et Monsieur Pillon, aujourd'hui, qu'en est-il de l'accompagnement des jeunes femmes dans vos écoles? Quel message vous souhaitez leur faire passer? Je crois que sur les métiers techniques, elles ont toute leur place. Il ne faut pas qu'elles aient peur de venir travailler dans les domaines techniques. On parlait tout à l'heure vous disiez à peu près 30% de femmes qui sont en école d'ingénieur. Je ne sais pas si oui, vous êtes plus bas, mais il y a des écoles qui sont... La moyenne est plutôt à 30% sur les écoles d'ingénieurs. Donc ça veut dire que pour les personnes qui vont être techniciens demain, ça veut dire que vous avez une chance sur 3 d'avoir un ingénieur au-dessus de vous qui sera féminin. Ça apporte une autre culture. Ça crée des liens qui sont différents et je crois qu'il faut continuer ce que vous disiez à ce que l'entreprise soit le reflet de la société et ça passe d'abord par l'école, c'est-à-dire que dès qu'on arrive sur les études du supérieur, on voit sur des domaines apparaître plus de garçons. Alors il faut se poser la question peut-être sur le recrutement. Je crois que beaucoup d'écoles se posent cette question. On sait que les garçons aiment bien la compétition quand ils arrivent aux alentours de la terminale. Donc pour eux, c'est un challenge d'être major de promo ou d'être recruté en ayant les meilleures notes possibles. Je pense que cet esprit de compétition existe un tout petit peu moins chez les femmes. Et il y a des écoles qui sont en train d'évoluer sur leur mode de recrutement en intégrant plus, par exemple, le contrôle continu en terminale. Et ce qui leur a permis, je pense, et ce qui devrait permettre de modifier ou de rééquilibrer ce besoin de femmes dans l'industrie. Voilà, donc n'ayez pas peur d'aller sur les métiers techniques. Même les métiers techniques ont une grande palette, une grande diversité. Même s'il y a des mots qui font peur, hein, maintenance par exemple, ça fait peur même aux garçons, donc il faut être... mais derrière, c'est pas, vous n'aurez pas la blouse et les mains dans la graisse ou le cambouis. La maintenance pour un technicien est bien au-delà de cette image à l'heure actuelle.
Merci. Madame Cherabi-Boutier, lors de nos échanges, on avait évoqué la montée en compétences et l'accompagnement des jeunes lors de vos formations. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Alors, en ce qui concerne la montée en compétences, on fait en sorte de sécuriser les parcours, mais je pense que c'est l'engagement que prennent tous les organismes de formation. L'objectif, c'est de créer les conditions efficaces pour que le parcours se passe dans les meilleures conditions possibles. Ça passe par un accompagnement individualisé, c'est aussi ce qu'on a en capacité de faire, de s'adapter à chaque individu qu'on intègre pour le mettre dans les conditions optimales pour valider les compétences attendues au final. C'est aussi l'engagement que prennent les entreprises quand elles accueillent les jeunes en stage ou en alternance, de pouvoir nommer une personne ressource qui va accompagner le jeune ou le moins jeune dans son quotidien de travail, lui fixer des activités et puis suivre l'évolution. Donc tout ça est possible dans les offres de formation qui existent. Ça l'est à l'école de production, mais ça l'est aussi sur d'autres dispositifs. En tout cas, on est dans une relation gagnant-gagnant. Et la combinaison tuteur-élève, maître de stage élève ou maître d'apprentissage élève fait partie des clés de réussite d'un parcours. Et les entreprises sont prêtes à jouer le jeu en détachant des moyens humains pour assurer un accompagnement de qualité. Merci. On sait aussi que les jeunes ont une forte envie d'apprendre, avec une envie d'avoir des perspectives professionnelles. Donc, Madame Younsi, qu'est-ce que propose l'industrie en termes de carrière et développement ? Alors, je ne peux pas parler pour toutes les industries, mais globalement dans l'industrie, en tout cas celle dont je fais partie et celles qui sont amies ou accompagnatrices autour, donc ça en fait déjà un sacré paquet. On est globalement sur des niveaux de salaire qui vont être plus élevés que la moyenne quand on va rentrer dans l'industrie. Donc ça, je trouve que c'est pas assez dit, et c'est pas assez su. En général, il y a de très très beaux avantages à venir travailler dans l'industrie. On a une approche, comme on le disait, on a aussi besoin de fidéliser peut-être plus que dans les non-industries les collaborateurs. Donc il y a un ancrage assez fort qui se fait et donc du coup des acquis sociaux qui suivent et pour le bonheur de tous. Donc on a parlé du télétravail qui n'est pas forcément la panacée pour tout le monde, mais en tout cas il y a cette proposition-là dans toutes les industries aujourd'hui, assez poussée, même plus poussée que sur certains métiers qu'on aurait pu penser plus facilement télétravaillables. On a sur les aménagements de temps de travail, la façon de travailler, l'aménagement par rapport à la famille, l'aménagement par rapport à tout ce qu'on peut avoir autour du privé. On est quand même sur globalement, l'industrie essaye de draguer les jeunes. Donc, je crois qu'on est aussi très friand de ces nouveaux modes de fonctionnement. On parlait tout à l'heure des modes de management qui sont moins, on va dire, hiérarchiques, moins directifs. Aujourd'hui, nous, les bureaux chez Siemens, c'est des espaces de co-création et des espaces isolés si on veut travailler en mode isolé, mais on est plutôt, je vais en espace de co-création parce que je suis dans un moment où je dois construire quelque chose, ou je vais dans un espace isolé parce que j'ai besoin de m'isoler, et il n'y a plus ces cloisonnements entre, on ne fait pas partie de la même équipe, donc on n'est pas dans le même bureau, donc ça génère aussi beaucoup de créativité, beaucoup de foisonnement, et je crois que c'est ça qui est sympa. Et puis, il y a des baby-foot. Merci beaucoup. Monsieur Pillon avait évoqué également le futur de l'industrie pendant nos échanges. Est-ce que vous voulez nous dire votre point de vue sur le futur de l'industrie et ses enjeux ? Le futur de l'industrie, elle va avancer à son rythme et c'est elle qui va décider, ils sont là. En revanche, les jeunes qui sortent maintenant, on était avant sur un parcours de formation ou sur des parcours qui étaient très linéaires. On faisait le bac, on faisait une école d'ingénieur, une école de commerce. Maintenant, ce qu'il va falloir que les jeunes qui sortent, ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils vont faire une école d'architecture, vont aller travailler 3-4 ans, après ils vont suivre 2 ans de formation, vont retourner dans le privé. Donc on va avoir une perméabilité entre le monde j'allais dire public ou de formation et le monde industriel.
Donc dans votre parcours, il faut que vous intégriez cela en disant je vais être un technicien en maintenance, mais peut-être qu'au bout de 5 ans, vous allez aller faire une formation de manager, vous allez faire une école d'ingénieur et au bout de 2 ans, vous allez partir sur le commerce. Voilà, donc soyez au début de votre carrière plutôt perméable. C'est un enrichissement, c'est une culture qui vous sera utile par la suite. Et plus vous serez perméable, plus vous aurez le choix demain du métier ou des métiers que vous allez faire. Donc voilà, j'ai rien à suggérer à l'entreprise, mais aux jeunes de demain plutôt, on va avoir cette perméabilité. Elle commence déjà, hein. Ouais, et elle va aller en s'accentuant. Il faut qu'ils en profitent parce que c'est fait plutôt pour eux, quoi. Merci. Monsieur Champonnet, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je veux passer un message qui est relativement simple. On n'a plus beaucoup l'occasion de vivre des vraies aventures de nos jours. Je pense que là, vous avez une occasion. Alors, je vous le dis à vous, mais vous le direz aussi à vos petites sœurs ou à vos filles. Parce que les jeunes ingénieurs arts et métiers, les filles qui sortent leur premier emploi, elles sont mieux payées que les garçons. Et elles n'ont même pas à chercher. Vous avez à vivre l'aventure industrielle, celle de faire l'industrie de demain qui sera plus durable, plus respectueuse des femmes, des hommes, de leur environnement, tout en continuant à rendre service. Et je crois que c'est une vraie aventure parce que c'est très compliqué. Ce qu'il y a à faire, c'est très compliqué, c'est très engageant, mais ça sera une source de grande fierté pour vous d'avoir réussi cette aventure collective. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Merci beaucoup. Je vous propose éventuellement, si vous avez quelques questions dans le public. Alors, ils ne marchent pas tous. Hein. Ah, oui, c'est le rouge. Alors, il faut garder pour répondre. Il y en a un ici, de toute façon. À vous. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Clarisse Maillet, présidente de la CPME et co-dirigeante d'une entreprise industrielle de 20 personnes. Je souhaiterais qu'on parle à nos jeunes de la rémunération. Parce que c'est vrai que dans l'industrie, c'est des beaux salaires en fait. Donc c'est très motivant. Et puis si vous pouviez compléter par l'alternance et savoir quelles étaient à peu près les rémunérations d'un alternant. Non. Je pose une colle. À peu près. L'alternance est rémunérée. Oui, l'alternance est rémunérée. C'est une grille qui est fixée par rapport au SMIC. Et oui. Voilà. C'est important de le dire. Oui. Alors c'est un pourcentage qui est fonction du nombre d'années d'alternance, de l'âge de l'étudiant. Je pense que les industriels, ils essayent de passer un peu outre. Voilà. Alors après, je vais vous dire des choses. Si vous prenez les étudiants qui sortent du but maintenance industrielle, c'est eux qui ont, par rapport à tous les buts, les 25 buts qui existent, c'est eux qui ont les salaires d'embauche les plus importants. Il y a un déficit dans la maintenance, et c'est pas structurel à Chalon-sur-Saône, je crois que c'est national. C'est eux qui, au salaire d'embauche, ont les salaires les plus importants, et c'est de 10 à 15% supérieur à ce que... Voilà. Il y a des métiers en tension, il y a des secteurs où les salaires peuvent aller relativement haut. On a une licence professionnelle. Quand ils sortent, c'est plutôt du 2005 net, voiture, téléphone et ordinateur. Voilà. Donc si vous mettez les avantages avec le salaire, c'est beaucoup plus que du 2005 net. Voilà. Et souvent, pour compléter, excusez-moi, souvent il y a un 13e mois, 14e mois, voilà. Je peux rajouter juste, moi, sur l'alternance, juste pour vous donner une idée, nous, aujourd'hui, les alternants qui intègrent Siemens, ce qui coûte à l'entreprise, hein, parce qu'on est tous une charge pour l'entreprise à un moment donné, c'est exactement la même chose qu'un jeune entrant. Donc, parce que
une fois qu'on a ajouté tous les avantages, il y a aussi beaucoup moins de temps de travail en présence. Ils ont le droit à tous les avantages, intéressement, participation, ticket restaurant, etc., de tous les autres employés, s'il y a des choses avec le CE également. Donc ce sont des employés à part entière. Quand vous êtes alternant, vous faites partie de la famille et vous participez à toute l'aventure, sauf que vous êtes en contrat de formation. Voilà. Et je rejoins sur la partie salaire. Voilà. Juste un élément, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, sur le niveau ingénieur, on voit beaucoup d'ingénieurs qui se détournent des métiers de l'industrie. Nous, on le vit chez nous, il y a beaucoup de gens qui vont sur des premiers emplois, sur des métiers un petit peu leurs, ou avec des super salaires, qui seront plus élevés que les premiers salaires de l'industrie, par exemple dans le champ du conseil. Mais c'est souvent des entreprises qui exploitent les jeunes sur un temps très court. Voilà. Et donc, du coup, des salaires qui stagnent, alors que les salaires dans des entreprises industrielles vont avoir tendance à augmenter au fur et à mesure qu'on prend des responsabilités et des compétences. Donc il ne faut pas faire attention seulement au salaire d'embauche, mais regarder un petit peu les perspectives. Et au temps de travail. Parce que souvent dans l'industrie, vous travaillez 35, 37 heures. Exactement. Que dans le conseil, c'est 40, 45, voire plus. Donc il faut ramener au taux horaire. Merci. Question, les jeunes. On a parlé de vous, on a pas arrêté de parler de vous. Ça vous inspire Ah. Bonjour. Monsieur Pilon nous parlait de la perméabilité et j'aimerais en savoir. Ah mais ils vont plus vouloir prendre le micro là. Pourquoi je fais ça moi? Bonjour, donc je disais, Monsieur Pilon nous parlait de la perméabilité et quel avantage a de partir dans je sais pas, des études d'architecte et de se rabattre sur plus l'industrie, contrairement à quelqu'un qui est déjà dans l'industrie, qui se pousse dans l'industrie. Quelles sont vraiment les différences? Parce que niveau technicité, celui qui est déjà dans l'industrie va normalement avoir des plus, mais vous nous avez dit que la perméabilité était une bonne chose. C'est pas super clair. Il y a déjà de la mixité. Quelqu'un qui fait des études d'architecte et qui derrière travaille dans un cabinet 4-5 ans, derrière peut avoir des envies de formation un tout petit peu différentes. L'architecture, après, c'est compliqué. Tu peux partir soit du côté humain, anthropologie et sociologie, ou tu peux partir après sur des côtés plus techniques, qui vont dans la construction, qui se rapprochent du BTP. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver avec une double compétence, une compétence d'architecte qui est plus sur du côté de design, et avec une compétence industrielle qui est plus, j'allais dire, du fer ou du béton, en parlant très trivialement. Avoir ces deux, ça veut dire que tu vas être capable demain de proposer des objets, ou des maisons, ou des ponts, parce qu'il n'y a pas que des maisons, les architectes, hein. Il y a les ponts qui vont avoir en même temps une double coloration, qui seront à la fois fer-béton, mais ça peut être aussi matériaux composites, ça peut être du ciment, du verre, il y a plein de choses. Donc cette perméabilité permet à un moment d'élargir la vision que l'on a d'un métier. À une époque, alors on va demander à l'ENSAM, on conseillait aux étudiants d'école d'ingénieurs, généralement, vous avez 2 choix à la sortie de l'école d'ingénieur. 3 choix. Vous rentrez dans l'industrie, vous partez faire une école de commerce, et à ce moment-là, tu as un double bagage, double compétence, à la fois technique et commerciale, ou tu restes dans ta filière et dans ce cas-là, tu fais un doctorat. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'une école, tu as déjà 3 possibilités de carrière, et après, tu peux les croiser en plus. Et il faut arriver, je pense, à un moment de croiser. Il faut en profiter. Il ne faut pas faire ça à 55 ans ou à 58 ans. Il faut faire ça à 30 ans. Voilà, c'est là où c'est le plus facile. Alors, et en plus, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de futur plus durable, il faut toucher à tout. C'est-à-dire qu'on peut pas dire c'est seulement les gens qui s'occupent de la fabrication qui vont avoir à changer les choses.
il faut redéfinir les usages, il faut redéfinir les circuits de distribution, les circuits de fabrication des pièces détachées. Il faut penser à avoir des systèmes qui sont plus facilement réparables par tout le monde. Il faut penser au recyclage. Donc il faut avoir une pensée globale et qui fait que chacun dans son métier... Alors, effectivement, on avait cette habitude de dire les ingénieurs, c'est bien s'ils vont faire une école de commerce, faire plus de management. Mais maintenant, en fait, ça ne suffit plus. Il faut être ouvert et être capable de travailler avec tout le monde. Donc il faut des gens qui soient très bons dans leur champ, mais capables d'intégrer les problématiques des autres. Et c'est en faisant, comme ça a été dit, en faisant aussi autre chose, en allant découvrir, faire dialoguer un ingénieur, un architecte, c'est très compliqué, on n'a pas forcément les mêmes vocabulaires. Donc en allant faire un petit peu autre chose, on comprend mieux la différence et on peut plus travailler ensemble. Et c'est vital de travailler ensemble aujourd'hui. Une autre question? Parfait. Céline, je laisse clôturer et donner la parole à Monsieur Martin. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et pour votre écoute à cette table ronde. Et j'appelle Monsieur Martin pour clôturer. Que nos intervenants restent là, d'abord parce que c'est pour moi l'occasion de tous les remercier pour leur participation à cette première table ronde de Viva Factory et du premier événement. Je veux vraiment remercier aussi M. Olivier Mousson, le président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, puisque c'est en partenariat avec la SEIN, ou SEIN, que nous organisons cet événement. Donc, je remercie à nouveau Laurent Champanet, le directeur général de l'École nationale des arts et métiers, Gianni Pilon, le directeur de l'IUT, Katia Younsi, qui est la directrice donc Building Infrastructure Product chez Siemens Smart Infrastructure, yeah. Sarah Cherabi-Boutier, qui est la directrice de l'école de production, et puis je pense que vous pouvez tous applaudir Céline Claire-Remonet parce que c'est pas son job. Voilà. Dans les RH, peut-être que tous les jours chez Alpha Laval, effectivement, on anime des débats, mais c'est plutôt parfois des débats avec les organisations syndicales au RH que l'on a l'habitude d'organiser plutôt qu'avec des étudiants et puis des responsables économiques ou de formation d'enseignement supérieur. Je trouve que, je ne veux pas être trop long, mais je trouve que Laurent Champanet a dit quelque chose de très vrai et que j'ai l'habitude de dire aussi. Quand on est jeune, c'est plutôt fait pour... sauf si on a envie de mettre ses pantoufles et d'être devant le JT de 20h tous les soirs et de manger sa soupe et d'aller se coucher à 20h30. Mais on aime plutôt avoir envie de vivre des aventures. Et je me permets de le dire aujourd'hui parce que je ne l'aurais sans doute pas dit quand j'étais à votre place. Quand j'étais à votre place... Entre le moment où j'étais à votre place, c'est-à-dire au virage des années 2000, je sais, je fais beaucoup plus jeune que ça, au virage des années 2000, et puis jusqu'au début des années 2015, 16, 17, voilà, notre pays ne cessait de détruire des emplois industriels. Notre pays ne cessait de fermer des sites industriels. Et donc, à partir de là, on pouvait toujours avoir un très beau discours pour dire « oui, l'industrie, c'est l'avenir », mais la réalité était quand même beaucoup plus sombre. La réalité faisait que des parents ne se disaient pas spontanément, alors que dans la commune d'à côté ou dans la famille d'à côté, on était touché par une fermeture de site, on ne se disait pas spontanément « vas-y mon fils, va dans l'industrie ». Et c'était quelque part un peu logique. Mais je crois qu'il est en train de se passer un changement assez radical. Pendant 20 ans, notre économie, elle s'est organisée autour des services. Et des services au sens large du terme, et avec des services plutôt à haute valeur ajoutée qui sont allés dans les métropoles, et des services avec moins de valeur ajoutée qui sont plutôt restés dans les territoires dits intermédiaires. Et donc tout notre système de formation, d'enseignement supérieur, il s'est aussi organisé autour de ça. On en parlait avec Laurent Champanet encore cet après-midi. Et là, il y a un mouvement différent qui est en train de se mettre en place, de réindustrialisation. Et la réindustrialisation, elle ne va pas se faire au cœur de Lyon, elle ne va pas se faire au cœur de Rennes, elle ne va pas se faire au cœur de Paris, au cœur de Strasbourg, au cœur de Dijon.
La réindustrialisation, elle va se faire dans les territoires qui ont gardé une culture industrielle, parce qu'il faut avoir gardé cette culture industrielle, et dans les territoires qui auront cette capacité à accueillir des usines, à accueillir des salariés, et du coup, à enclencher un écosystème favorable, y compris avec les établissements d'enseignement supérieur ou de formation. La question est de savoir si on est sur un effet de mode ou si ça va durer. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Je veux dire, les paroles, les promesses, c'est bien, mais le concret, la réalité, c'est mieux. Moi, j'ai la conviction qu'on est parti sur quelque chose de durable. Si je vous donne juste un exemple, sur le territoire du Grand Chalon, entre Framatome, Monsieur le Président, d'autres boîtes qui sont en train de s'installer sur Sonéor, et aussi la création d'emplois, parce qu'on dit tout le temps les boîtes qui viennent de l'extérieur, c'est bien, mais la création, je pense à Air Liquide, je pense chez toi à Aérométal, voilà. On estime qu'il va y avoir d'ici la fin de la décennie 2000 emplois industriels de plus. Et il y a aujourd'hui 10 000 emplois industriels sur le territoire, sur le bassin d'emploi du Grand Chalon. Donc ça veut dire une croissance quand même de l'emploi industriel de 20%. C'est considérable. C'est considérable. Et ça, je ne vais pas signer en bas de la page pour vous dire que ça va se faire, mais à 99%, ça va se faire. Après, demain, je ne sais pas moi, s'il y a un nouveau choc, une nouvelle guerre, un nouveau truc, il peut y avoir plein d'accidents. Mais comme on dit en économie, toute chose étant égale par ailleurs, ça va se faire, ça va se produire. Donc ce mouvement, je le crois, aujourd'hui, en plus, on s'est rendu compte que c'était indispensable que ça se passe. On s'est tous rendu compte au sortir du Covid qu'on ne savait plus faire des masques, qu'on ne savait rien faire, que pour avoir une automobile, maintenant, il faut 24 mois parce qu'on n'a pas les microprocesseurs. On s'est rendu compte que l'énergie nucléaire décarbonée, c'était pas mal pour remplir les enjeux de la transition écologique. Voilà, on s'est rendu compte de tout ça. Et le discours politique s'est rendu compte de tout ça, et tout le monde s'est rendu compte de tout ça. Donc moi, je crois que ça va se faire. La question, c'est est-ce que vous avez envie de participer à cette aventure, comme l'a dit Laurent, ou est-ce que vous n'avez pas envie de participer à cette aventure? Et donc, l'événement qu'on organise, là, pendant 3 jours, il est pour montrer, permettre de toucher du doigt que ça va se faire, que c'est en train de se faire sur des territoires comme les nôtres, et qu'on ne le fera pas sans vous, étudiantes et étudiants du territoire. On a besoin de vous pour réussir ça. Les entreprises ont besoin de votre matière grise supplémentaire. Elles ont besoin de votre capacité à innover parce que vous êtes jeunes, et la jeunesse, c'est l'innovation. Donc on a besoin de tout ça pour y arriver. Donc aidez-nous à y arriver. Ayez confiance dans l'avenir de ce territoire notamment et d'autres qui croient en la réindustrialisation. Et je pense qu'à la fois, vous participerez à un épanouissement personnel et en plus, vous participerez d'une grande aventure nationale qui participe de la réindustrialisation, de la transition écologique et de l'innovation technologique. Merci à tous et très très bonne soirée.